Une femme décapitée. Une reine accusée d'avoir séduit son propre frère. Une sorcière aux 6 doigts. Pendant plus de 4 siècles, l'histoire d'Anne Boleyn a été racontée par ceux qui avaient tout intérêt à la détruire. Son nom est devenu synonyme de trahison, d'ambition démesurée, de manipulation. Mais si tout ce que tu crois savoir sur elle n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré, si la femme que l'histoire a condamnée était en réalité la victime d'une des plus grandes campagnes de diffamation jamais menées. Aujourd'hui, nous allons déterrer la vérité enfouie sous des siècles de propagande. L'histoire officielle te dit qu'Anne Boleyn était une séductrice sans scrupules qui a brisé un mariage pour s'emparer d'une couronne, qu'elle a ensorcelé le roi Henri VIII, le poussant à rompre avec Rome, à divorcer de sa première femme, à plonger l'Angleterre dans le chaos religieux, et qu'au final, elle a payé le prix de son arrogance sur un billot, la tête tranchée par une épée française. C'est l'image qui domine encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Mais cette version des faits a été écrite par ses ennemis, et ils avaient des raisons très précises de vouloir la détruire. Commençons par le commencement. Anne Boleyn n'était pas une séductrice vulgaire. Elle avait passé des années à la cour de France, l'une des plus sophistiquées d'Europe, où elle avait reçu une éducation exceptionnelle. Elle parlait français couramment, jouait du luth, dansait avec grâce et possédait une intelligence vive qui la distinguait des autres dames de la cour anglaise. Quand elle est revenue en Angleterre, elle ne cherchait pas à attirer l'attention du roi. En fait, elle était déjà promise à un autre homme, Henry Percy, un jeune noble dont elle était amoureusement éprise. Mais le cardinal Wolsey, le tout-puissant conseiller d'Henri VIII, a brisé ses fiançailles. Pourquoi? Parce que le roi avait déjà posé son regard sur elle. Henri VIII n'était pas l'homme bedonnant et tyrannique que tu imagines peut-être. À cette époque, il était jeune, athlétique, cultivé, séduisant. Il écrivait de la poésie, jouait de la musique, organisait des joutes. Mais il était aussi habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. Et quand il a voulu Anne Boleyn, elle a fait quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Elle a refusé de devenir sa maîtresse. Sa sœur Marie avait déjà occupé ce rôle et avait été abandonnée sans ménagement. Anne savait que si elle cédait, elle finirait de la même manière. Alors elle a joué une autre carte. Elle a exigé le mariage. Elle a exigé la couronne. Cette décision a tout changé. Henri était déjà marié à Catherine d'Aragon, une princesse espagnole, tante du puissant empereur Charles Quint. Leur mariage durait depuis plus de 20 ans, mais Catherine ne lui avait pas donné de fils survivant, seulement une fille, Marie. Pour Henri, obsédé par l'idée d'assurer sa succession, c'était un échec insupportable. Il était déjà à la recherche d'un moyen de sortir de ce mariage quand Anne est apparue. Elle est devenue l'incarnation de tous ses espoirs, une nouvelle épouse, jeune, fertile, capable de lui donner le fils qu'il désirait désespérément. Mais pour l'épouser, il fallait annuler son premier mariage, et pour cela, il devait affronter le pape. La rupture avec Rome n'était pas l'œuvre d'Anne Boleyn, c'était la décision d'Henri, motivée par son besoin dynastique et son ego démesuré. Mais très vite, les ennemis d'Anne ont commencé à propager une autre version. Elle était l'instigatrice, la manipulatrice, celle qui avait poussé le roi à commettre l'irréparable. Les ambassadeurs étrangers, particulièrement l'ambassadeur impérial Eustache Chapuis, fervent défenseur de Catherine d'Aragon, ont inondé l'Europe de rapports venimeux sur Anne. Ils la décrivaient comme une hérétique, une femme dangereuse, une créature diabolique. Ces lettres, ces rapports diplomatiques, sont devenus les sources historiques sur lesquelles les générations futures se sont appuyées, et ils étaient profondément biaisés. Quand Anne est finalement devenue reine, en 1533, elle était déjà l'une des femmes les plus détestées d'Europe. Le peuple anglais, attaché à Catherine, la voyait comme une usurpatrice. La noblesse traditionnelle la méprisait parce qu'elle n'était pas de sang royal, juste la fille d'un noble ambitieux. Les partisans de l'ancienne religion la considéraient comme une hérétique luthérienne. Elle était isolée, entourée d'ennemis, mais elle a tenu bon. Elle a donné naissance à une fille, Élisabeth, un événement qui a déçu profondément Henri. Il voulait un fils. Cette déception a marqué le début de la fin. Anne Boleyn était une femme de conviction. Elle soutenait la réforme protestante, non pas par opportunisme, mais parfois sincère. Elle distribuait des Bibles en anglais, soutenait des prédicateurs réformés, utilisait son influence pour promouvoir une Église d'Angleterre indépendante de Rome. Pour certains, elle était une visionnaire, pour d'autres, une dangereuse radicale. Cette position religieuse lui a attiré des ennemis puissants,
notamment parmi les nobles catholiques qui voyaient dans la Réforme une menace pour leur pouvoir et leur richesse. Ils attendaient juste le bon moment pour frapper. Pendant 3 ans, Anne a régné comme reine. Mais elle n'a pas réussi à donner à Henri le fils qu'il attendait. Elle a fait plusieurs fausses couches, dont une particulièrement tragique d'un fœtus masculin en janvier 1536. Henri, superstitieux et désespéré, a commencé à se convaincre que son mariage avec Anne était maudit, exactement comme il l'avait cru pour son mariage avec Catherine. Et pendant ce temps, une nouvelle femme attirait son attention. Jane Seymour, douce, soumise, tout le contraire d'Anne. Henri voulait se remarier, mais cette fois, un simple divorce ne suffirait pas. Il fallait détruire Anne complètement. Le complot contre Anne Boleyn a été orchestré par Thomas Cromwell, le principal conseiller du roi. Cromwell et Anne avaient longtemps été alliés, travaillant ensemble pour promouvoir la réforme. Mais ils s'étaient récemment brouillés sur des questions politiques, notamment la redistribution des biens monastiques. Anne voulait que cet argent soit utilisé pour l'éducation et les œuvres de charité. Cromwell voulait l'utiliser pour enrichir le roi et consolider son propre pouvoir. Cette dispute a scellé le sort d'Anne. Cromwell savait qu'Henri cherchait un moyen de se débarrasser d'elle, il allait lui fournir. En avril 1536, Cromwell a lancé une enquête. Il cherchait des preuves d'adultère. L'adultère commis par une reine n'était pas seulement un scandale moral, c'était une trahison punissable de mort, parce qu'il mettait en doute la légitimité de la descendance royale. Cromwell a interrogé les serviteurs, les musiciens, les courtisans. Il a utilisé la torture, les menaces, les promesses, et progressivement, il a construit un récit monstrueux. Anne aurait eu des relations adultères avec 5 hommes différents, dont son propre frère George Boleyn. C'était une accusation tellement extrême, tellement choquante, qu'elle dépassait l'entendement. Et c'était précisément le but. Les hommes accusés ont été arrêtés les uns après les autres. Mark Smeaton, un musicien de modeste origine, a été torturé jusqu'à ce qu'il avoue. Les autres, tous nobles, ont nié farouchement. Henry Norris, William Brereton, Francis Weston et George Boleyn ont maintenu leur innocence. Mais cela n'avait aucune importance. Le procès était une mascarade. Les jurés étaient des ennemis personnels d'Anne ou des hommes dont la carrière dépendait du bon vouloir du roi. Le verdict était décidé d'avance. Tous ont été condamnés à mort. Anne elle-même a été jugée par un tribunal de pairs présidé par son propre oncle, le duc de Norfolk, qui n'a pas hésité à la condamner. Les accusations contre Anne étaient absurdes sur le plan factuel. Les dates mentionnées ne correspondaient pas. Elle était censée avoir commis l'adultère à des moments où elle était soit enceinte, soit en convalescence après un accouchement, soit même absente de la cour. Les lieux étaient impossibles. Elle aurait eu des rendez-vous secrets dans des endroits où elle n'aurait jamais pu être seule, toujours entourée de servantes et de dames de compagnie. Et l'accusation d'inceste avec son frère était tellement grotesque qu'elle ne reposait aucune preuve, juste des sous-entendus et des conversations mal interprétées. Mais Henri voulait qu'elle meure, et tout le système judiciaire s'est plié à sa volonté. Anne Boleyn a été exécutée le 19 mai 1536. Elle avait qu'environ 35 ans. Ses dernières paroles ont été soigneusement mesurées parce qu'elle savait que tout ce qu'elle disait pourrait être retenu contre sa fille, Élisabeth. Elle a loué Henri comme un prince juste et miséricordieux, espérant protéger son enfant. Elle n'a pas proclamé son innocence de manière explicite, mais elle a confié son âme à Dieu, laissant entendre qu'elle n'avait rien à se reprocher. Puis, elle a posé sa tête sur le billot et l'épéiste français spécialement convoqué de Calais l'a décapité d'un seul coup rapide. Le lendemain, Henri VIII était fiancé à Jane Seymour. À partir de ce moment, l'histoire d'Anne Boleyn a été réécrite. Les chroniqueurs officiels du règne d'Henri VIII ont décrit son procès et son exécution comme la juste punition d'une femme coupable. Ils ont répété les accusations sans les questionner. Ils ont transformé Anne en symbole d'ambition démesurée et de luxure féminine. Et quand Élisabeth, la fille d'Anne, est montée sur le trône en 1558, elle a choisi de ne pas réhabiliter publiquement sa mère. C'était trop d'enjeux. Élisabeth devait maintenir la légitimité de son propre règne, et cela impliquait de ne pas trop remuer le passé scandaleux de sa famille. Pendant les décennies qui ont suivi, les historiens catholiques ont utilisé Anne Boleyn comme exemple parfait de la corruption protestante. Ils ont ajouté des détails sensationnalistes à son histoire. Le fameux 6e doigt, qui n'a jamais existé, était censé être la marque du diable.
Ses ennemis ont affirmé qu'elle avait des pouvoirs de sorcellerie, qu'elle avait ensorcelé Henri pour le détourner de sa pieuse épouse Catherine. Ces légendes ont circulé pendant des siècles, se mêlant aux faits réels, rendant presque impossible de distinguer la vérité de la fiction. Même les historiens protestants, qui auraient pu défendre Anne, ont souvent choisi de la présenter comme un instrument de la Providence plutôt que comme une personne à part entière. Pour eux, Anne était importante uniquement parce qu'elle avait donné naissance à Élisabeth, la grande reine protestante. Sa personnalité, ses souffrances, son innocence ou sa culpabilité importaient peu. Elle était réduite à un rôle fonctionnel dans une grande narrative téléologique. Personne ne s'intéressait vraiment à qui elle était. Au XIXe siècle, l'image d'Anne s'est encore dégradée. Les romanciers victoriens, fascinés par le scandale et la tragédie, ont fait d'elle le personnage principal de drames gothiques. Elle est devenue la femme fatale par excellence, celle qui avait détruit un mariage sacré et payé le prix de son audace. Les moralistes de l'époque voyaient en elle un avertissement pour les femmes ambitieuses. Voilà ce qui arrive quand une femme cherche le pouvoir. Cette interprétation moraliste a imprégné l'imaginaire populaire et s'est transmise jusqu'au XXe siècle. Ce n'est que récemment que les historiens ont commencé à réexaminer sérieusement les preuves. En analysant les documents originaux, en étudiant les lettres, les rapports diplomatiques, les comptes rendus de procès, ils ont découvert à quel point les accusations contre Anne étaient faibles. Ils ont compris que le procès était une parodie de justice orchestrée par Cromwell pour satisfaire la volonté du roi. Ils ont réalisé que les témoignages avaient été extorqués sous la torture ou la menace, et ils ont constaté que toutes les preuves physiques contredisaient les accusations. L'image d'Anne Boleyn a été déformée pendant des siècles parce qu'elle servait les intérêts de ceux qui détenaient le pouvoir. Henri VIII avait besoin qu'elle soit coupable pour justifier son exécution et son remariage rapide. Les catholiques avaient besoin qu'elle soit une hérétique diabolique pour discréditer la réforme anglaise. Les protestants avaient besoin qu'elle soit un simple instrument de Dieu pour glorifier Élisabeth. Les moralistes victoriens avaient besoin qu'elle soit une femme fatale pour renforcer leurs idées sur la place des femmes dans la société. Personne n'avait intérêt à dire la vérité. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir Anne Boleyn différemment. Nous pouvons reconnaître qu'elle était une femme intelligente, cultivée, courageuse, qui a osé tenir tête à un roi tout-puissant. Qu'elle a refusé d'être réduite au statut de maîtresse jetable, qu'elle a utilisé son influence pour promouvoir des idées religieuses et sociales progressistes, qu'elle a été victime d'un complot politique brutal, sacrifiée sur l'autel de l'ego royal et des ambitions masculines. Son exécution n'était pas justice, c'était meurtre, et l'histoire qu'on a racontée sur elle pendant des siècles n'était pas vérité. C'était propagande. Une tête tranchée, une réputation détruite, mais une fille qui deviendra la plus grande reine d'Angleterre. L'histoire a essayé d'effacer Anne Boleyn. Elle n'y est pas parvenue. Parce que la vérité, même enterrée sous des siècles de mensonges, finit toujours par remonter à la surface. Et aujourd'hui, nous pouvons enfin voir Anne, non pas comme ses ennemis l'ont peinte, mais comme elle était vraiment, une femme qui a refusé de plier.